Bonjour à tous, un grand merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau webinaire éthique de l'AIH. Comme vous le savez, l'AIH est très concerné et investi dans ces enjeux qui nous touchent tous, quelle que soit notre expérience et notre lieu de pratique. Donc aujourd'hui, nous avons un webinaire qui se concentre autour de l'enquête qui a été réalisée ces derniers mois, qui a été envoyée sur différentes plateformes, y compris celle de la SFH. Et donc, il y a eu plus de 200 réponses à notre enquête que va vous décrire tout de suite le docteur Chloé Prodhomme, praticien hospitalier universitaire du CHRU de Lille. Chloé, nous t'écoutons. Bonjour à tous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat pour être le plus interactif possible, même si le format court voilà, a quelques limites, mais n'hésitez pas surtout à intervenir, à poser vos questions ou mettre des commentaires. Du coup, ce questionnaire, il a eu lieu dans le cadre, comme vous savez, d'une question posée à des 185 membres d'une convention citoyenne par le fait que le programme d'Emmanuel Macron comportait notamment un projet d'évolution du cadre légal en fin de vie. Dans cette convention citoyenne, leur a été posée la question: est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient être introduits? Dans dans le cadre de ce débat national, il y a aussi les espaces éthiques régionales qui ont mis en place pas mal de débats dans les régions. Et puis, vous savez que le CCNE, avant ça, s'était autosaisi pour poser un avis, l'avis 139, dont nous détaillerons quelques éléments. Ils disent qu'il y a probablement une voie éthique à l'ouverture d'un droit, notamment à une assistance médicale au suicide. Alors, il nous intéressait de ce fait de connaître un peu mieux la connaissance et la perception des acteurs en hématologie, avoir à la fois un panel d'acteurs d'hématologues, que ce soit aides-soignants, infirmières, médecins, on le verra, et connaître un peu qu'est-ce qu'ils connaissaient du cadre de la fin de vie. Est-ce qu'on identifie bien les situations, est-ce qu'on les nomme bien, et puis de le croiser un petit peu aussi aux opinions. Ça pour adapter nos formations et puis qu'on puisse aussi, en tant qu'acteur en fin de vie, en tant qu'hématologue, participer au débat. Alors, notre population d'enquête, donc comme vous l'a dit, il y avait plus de 200 réponses. 73% des participants étaient féminins et la majorité avait entre 30 et 50 ans. On avait 34% de médecins PH ou équivalents, 29% d'infirmières et puis 12% d'internes. On voit que la spécialité était bien celle qu'on voulait atteindre, puisque 88% sont de spécialistes en priorité en hématologue. Et puis, on voit également qu'à peu près 30% du panel avait une formation soit en éthique médicale, soit en soins palliatifs. Alors aujourd'hui, on va reprendre les situations une par une, et principalement celles où il y avait la moins bonne connaissance des acteurs des situations. Donc la première situation, c'était le scénario de Monsieur P, 78 ans. Tout va bien, Chloé. Oui. Il y a donc Monsieur P, 18 ans. un lymphome B agressif, chimio-résistant, avec des localisations osseuses, un envahissement hépatique, une insuffisance hépatocellulaire et un syndrome de Lise avec insuffisance rénale aiguë. On nous dit qu'il est en dehors de toute ressource thérapeutique curative, qu'il est hospitalisé en hématologie dans le cadre d'une majoration de sa défaillance hépatique. Voilà, ça va mieux. Et d'une aggravation de ses douleurs osseuses. Dans ce cadre, on met en place un traitement morphinique par voie intraveineuse et on le majore progressivement dans un objectif d'atteindre le soulagement suffisant de ses douleurs osseuses.
Du fait de son insuffisance hépatique et rénale, ces majorations de traitement ont entraîné une somnolence accrue avec une aggravation de son encéphalopathie hépatique et ont possiblement contribué à accélérer le décès. Il décède en quelques jours dans le service et notre évaluation retrouve un patient confortable, non algique la plupart du temps. C'est la situation qui vous a posé le plus de soucis par rapport à l'identification. Et il s'agit en fait d'une situation qu'on appelle double effet dans le cadre de la fin de vie. Ce double effet, c'est un petit peu en pratique la balance bénéfice-risque qu'on pose sur n'importe quel traitement en situation de soins. Mais là, dans le cadre de la fin de vie, on parle spécifiquement du double effet parce qu'on sait que l'effet des médicaments avec comme intention de soulager une souffrance réfractaire à d'autres traitements peut entraîner à la fois le soulagement du patient, mais des effets secondaires à type de majoration des défaillances et d'accélération du décès. On adapte donc des thérapeutiques à la dose toujours minimale et efficace par titration. Ça peut être des médicaments soit antalgiques si c'est de la douleur, soit sédatifs ou anxiolytiques si c'est de l'anxiété, sédatifs si il y a d'autres objectifs. Et cette adaptation des thérapeutiques, ben voilà, peut entraîner un décès dans une temporalité qui reste incertaine et variable, puisque ce n'est pas un effet qui est maîtrisable ou maîtrisé. C'est plutôt en lien, finalement, aux effets secondaires des traitements. Mais on sait qu'on n'a plus que ça pour essayer de soulager, et que le soulagement des symptômes est plus important, un objectif plus important que de préserver la survie. Ce double effet s'est autorisé et s'est inscrit dans la loi dès 2005 et puis repris dans la loi Claes-Leonetti. Le double effet, c'est de dire que les conséquences indésirables et mauvaises d'une action jugée bonne ne l'empêchent pas de le faire. C'est-à-dire que si on arrive à soulager de manière proportionnée en administrant les antalgiques, eh ben, tant mieux, même si malheureusement par effet secondaire, cela doit précipiter le décès. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est toujours une question de proportionnalité. On cherche la dose minimale efficace, mais on va prioriser le soulagement des symptômes vis-à-vis de la survie. Il y a quelque chose de très incertain et de très immaîtrisable finalement dans la temporalité et le décès qui peut apparaître de ce fait. Alors, là on était à peu près, vous étiez 46% à avoir reconnu le double effet, mais parmi ceux qui l'ont reconnu, 95% disent qu'ils sont amenés à le mettre en œuvre dans certaines situations où ben voilà, on va augmenter les traitements antalgiques, même si on sait que ça peut concourir à majorer les défaillances. Ce qui était attendu. C'est un chiffre qui ne t'étonne pas, ce que je veux dire, Chloé, 95%, quelque chose qui est dans la loi, qui est une pratique extrêmement fréquente, que, voilà, que les répondants le rapportent à 95%, c'est quelque chose qui ne t'a pas étonné. Oui, c'est sans doute du quotidien dans les situations de fin de vie, mais là, c'était 95% chez ceux qui l'identifiaient bien. Et on n'était que 46% à bien l'identifier. Donc je pense qu'il y a quand même une méconnaissance de ce principe, avec parfois la crainte de faire que les effets secondaires des traitements puissent entraîner le fait par exemple, on ne va pas augmenter les traitements antalgiques chez une personne très âgée parce qu'on se dit qu'elle a une insuffisance rénale, qu'elle est fragile, qu'on va entraîner des effets secondaires néfastes. Mais voilà, l'objectif, c'est le soulagement des symptômes en priorité. La deuxième situation, c'était une situation de limitation et d'arrêt de traitement, et là, vous étiez 92% à l'avoir reconnue, donc on ne va pas la reprendre aujourd'hui. On en avait un peu parlé dans le précédent webinaire. Du coup, on va tout de suite passer au troisième scénario, qui était dans le questionnaire. Là, c'était un scénario d'un homme de 45 ans, qui était marié, père de 3 enfants en bas âge, et qui était suivi pour un lymphome médiastinal réfractaire à toutes les lignes thérapeutiques. Il avait un antécédent de greffe rénale, ça contre-indiquait une prise en charge par Carticel. Il est pris en charge au domicile par l'équipe d'hospitalisation à domicile pour des soins palliatifs. Au domicile,
Il présente une dyspnée rapidement progressive avec un œdème de la face et du bras droit. On identifie un syndrome cave supérieur. Devant son inconfort, il est transporté aux urgences du CHR et un traitement symptomatique par morphinique et anxiolytique IV est introduit afin, au départ, d'améliorer son confort et notamment ses symptomatiques de dyspnée. Et puis, il est transféré en médecine polyvalente, parce qu'il n'y a pas de place en hématologie. Et puis, la nuit suivante, il présente une détresse respiratoire aiguë réfractaire au traitement symptomatique. Le seigneur d'astreinte, qui était là à ce moment-là, va lui injecter des bolus de midazolam répétés dans un objectif de lui faire perdre conscience, enfin qu'il ne se sente pas mourir étouffé, si vous voulez. Et puis, il va maintenir une dose de benzodiazépine suffisante, donc le midazolam, pour qu'il reste sédaté. Il va décéder 2 heures après et il était en présence à ce moment-là de son épouse. Alors, cette situation-là, vous êtes que 51% à l'avoir repérée. On est dans le cadre d'une situation de sédation. Là, l'objectif du médecin, du seigneur d'astreinte, par les bolus répétés, la prescription du médicament sédatif, était de soulager le patient de sa détresse respiratoire aiguë en lui faisant perdre conscience. Le médicament avait donc pour intention, ce médicament sédatif, d'altérer la vigilance. Et le résultat, ça va être une diminution, voire une disparition de la vigilance et donc de la sensation de souffrance du patient. La procédure dans la pratique sédative, ça va être d'utiliser un médicament sédatif à l'aide d'une titration. C'est pour ça qu'il fait des bolus répétés, parce qu'il va s'arrêter au moment où le confort sera obtenu. Et là, en première intention, on utilise des benzodiazépines. Et la benzodiazépine utilisable en IV avec la demi-vie la plus courte, c'est le midazolam. La temporalité vis-à-vis du décès, elle est pareille, elle est incertaine, elle est variable. Parfois, il peut arriver lorsque c'est une détresse respiratoire aiguë sur un bronchospasme dans une BPCO, par exemple, que le bronchospasme cesse alors que le patient est sédaté, qu'on lève la sédation, et qu'il n'y a pas forcément de décès qui apparaît dans les suites d'une sédation. Ça, c'est autorisé avec le respect des bonnes pratiques et du cadre légal, et c'est des recommandations HAS qui ont été mises. Et ça apparaissait déjà dans la loi Leonetti de 2005, et puis ça a été repris également dans la loi Claes-Leonetti. Si on reprend la définition de la sédation, c'est donc la recherche par des moyens médicamenteux de diminuer la vigilance qui peut aller jusqu'à la perte de conscience. Le but, c'est de faire diminuer ou disparaître la perception d'un inconfort, d'une situation vécue comme insupportable, alors que tous les autres moyens disponibles et mis en œuvre n'ont pas permis le soulagement escompté. Donc là, on lui avait mis en place des traitements symptomatiques en amont, mais il a quand même fait une détresse respiratoire aiguë. On va évaluer la profondeur de cette sédation avec une échelle qui s'appelle l'échelle de RAS ou de Richemont, et on voit qu'une sédation, ça peut être dès un RAS-2, ça veut dire même en cas de diminution légère de la vigilance, on peut déjà être dans une pratique sédative et parfois ça peut suffire à rendre quelqu'un confortable. Pour essayer d'aider un peu le praticien et les soignants à savoir ce qu'on fait quand on met en place un traitement tel que un traitement par midazolam ou une sédation, on utilise la typologie SEDAPAL. Ça va nous dire au moment de la prescription pour quelle durée on prévoit cette sédation. Est-ce qu'on pense que ça va être transitoire, réversible, par exemple lorsqu'on doit faire un pansement extrêmement douloureux chez un patient qui est en prise en charge palliative, il peut arriver de faire des sédations pendant les soins. Est-ce qu'au contraire, ça va être une sédation de durée maintenue jusqu'au décès, irréversible, par exemple dans le contexte du droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, ou est-ce que ça va être une sédation de durée indéterminée, comme je vous ai dit, le patient BPCE avec son bronchospasme et sa détresse respiratoire aiguë. Quand on met en place la sédation, on a de fortes chances qu'on ne puisse pas la réverser parce qu'il restera de toute manière en détresse, en défaillance respiratoire, mais il peut aussi s'améliorer spontanément, ce qui fait que finalement, on ne sait pas bien combien de temps cette sédation va durer quand on la prescrit. Après, on va évaluer la profondeur de la sédation. Est-ce que c'est une sédation proportionnée, c'est-à-dire qu'on va
l'endormir suffisamment pour qu'il soit confortable, mais peut-être que ça peut être finalement une baisse de la vigilance assez légère, ou est-ce qu'on va le sédater profondément d'emblée, notamment dans le cadre de la loi Claes-Leonetti sur la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Et puis ensuite, on peut essayer de s'éclairer en sachant quel est le consentement. Est-ce que c'est à la demande du patient? Est-ce que c'est le consentement a été obtenu au moment où on a mis en place la sédation? Est-ce que c'est un consentement qui est donné par anticipation? Par exemple, un patient avec un gros risque de détresse, on peut en discuter avec lui avant pour savoir s'il consent à cette pratique et il peut donner son consentement en amont et puis au moment où ça arrive, ne pas être dans un état de consentir ou d'en rediscuter. Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de consentement possible? Là, pour ce patient, on était dans la situation d'une sédation proportionnée. Et on voit qu'en pratique clinique, c'est très utilisé également, puisqu'à peu près chez tous les patients, chez tous les professionnels de santé qui reconnaissent la situation de sédation, 86% disent qu'ils l'utilisent en pratique. Cette sédation proportionnée, elle va être dans différentes indications, soit en cas de symptômes réfractaires, par exemple transitoire ou intermittente, soit dans ou bien pour un soin douloureux, par exemple, soit en cas de détresse, et notamment chez ce patient en cas de détresse respiratoire aiguë. Dans ces cas-là, il faut 3 critères: que la situation soit réfractaire à l'ensemble des thérapeutiques, que la situation soit jugée insupportable et que le pronostic vital soit engagé. Dans le cas-là, on est dans le cadre de la sédation pour détresse. Alors, Chloé, je me permets de Vas-y. t'interrompre pour rebondir et te poser deux petites questions. Déjà, n'hésitez surtout pas à intervenir. J'ai activé la possibilité de discussion pour tout le monde, donc n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions. Donc, tu as parlé de deux situations qui étaient le double effet de la sédation pour détresse respiratoire. Alors, ma première question, c'est la notion de détresse respiratoire. Qu'est-ce qui fait qu'on est en détresse plus qu'en polypnée? À partir de quel moment, cliniquement, toi, tu évalues qu'un patient va bénéficier de la sédation? Alors, il faut justement ces fameux 3 critères, c'est-à-dire est-ce que la situation est réfractaire? Et finalement, bien souvent, le début d'une sédation, ça va être, par exemple, dans le cadre de la difficulté respiratoire, de la détresse respiratoire, on va faire un bolus de traitement morphinique à visée eupnéisante si le patient est polypnéique. Et puis on peut associer avec un bolus de midazolam à visée anxiolytique parce que parfois, ça améliore aussi la dyspnée. On va mettre en place des mesures environnementales, on va augmenter l'oxygène, on va ouvrir les fenêtres, le réinstaller, permettre une ambiance calme, apaisante et puis voir un petit peu si la situation s'améliore ou si au contraire, ça reste réfractaire. Dans ce cas-là, on va renouveler finalement les bolus de traitement symptomatique, notamment anxiolytique, jusqu'à finalement obtenir le confort. Et dans ce renouvellement des bolus de benzodiazépine, c'est la sédation qu'on recherche. Cette idée que D'accord. là, on a mis en place les traitements symptomatiques, la situation reste réfractaire, le patient juge la situation insupportable, parce que parfois on a des patients très dyspnéiques qui ne jugent pas du tout la situation insupportable, qui nous disent non, non, ça va, j'attends mon épouse, ou bien tout va bien, docteur, laissez-moi tranquille. Euh, et puis que le pronostic vital soit engagé. Donc là, c'est des signes qu'on connaît de la Évidemment. défaillance respiratoire, cardiovasculaire, tout ce qu'on veut. Alors, ma deuxième question, c'est dans la suite. Tu as montré des tableaux de gradation et d'évaluation de la sédation. Euh, qui évalue et à quel moment, en fait? Et à quoi ça va nous servir? Bah, tout ça, ça va être utile pour l'ensemble des acteurs aux côtés du patient, c'est-à-dire que par exemple, dans la situation de sédation pour détresse respiratoire, encore une fois, chez ce patient, il se peut qu'à RAS -2, -3, ils vous disent pendant un moment: «Ça va mieux, ça va, je tiens, j'attends mon épouse». Et puis vous prenez le temps, vous appelez l'épouse, vous prévenez qu'il s'est passé quelque chose, que là, il va pas bien. Puis il nous dit qu'il veut pas forcément être plus endormi, parce qu'il veut qu'elle soit là. Et puis 10 minutes après, finalement, il supporte plus du tout cette situation, ça devient insupportable de nouveau et il faut qu'on approfondisse cette sédation.
Donc là, elle est vraiment proportionnée, c'est-à-dire qu'elle va être réévaluée parfois toutes les 10 minutes, enfin là, on est aux côtés du patient hein, dans ces situations-là, on continue, mais on peut voilà, approfondir ou pas la sédation par la titration en benzodiazépine selon les besoins du patient. Et puis, c'est Ouais. intéressant également dans le cadre, on verra la prochaine situation, du droit à la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, parce que là, on a une obligation à respecter un RAS -4, -5. C'est un peu le contrat au départ, le patient demande à être sédaté profondément, et donc ça aussi, c'est important pour qu'on s'assure du confort du patient, entre guillemets. Là, on ne va plus se baser sur l'hétéro-évaluation ou l'auto-évaluation du confort, mais sur la profondeur de la sédation, en faisant D'accord. l'hypothèse que plus le patient est sédaté profondément, plus il est confortable. Mais ça reste un postulat, une hypothèse. Et alors, est-ce que je reste très pratico-pratique, dans ta pratique clinique, il y a une importance de la traçabilité de ces gradations de la sédation au fur et à mesure Oui, de titration? tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça peut Et être donc, important, ouais, notamment pour savoir à peu près à quel moment il est confortable et que si ce patient à RAS -2, -3, il restait très inconfortable, on va chercher à approfondir la sédation et après quand on va entretenir la sédation parce que la détresse ne passe pas, eh ben, on va l'entretenir avec cet même objectif. C'est-à-dire qu'on pourra dire aux soignants: «Ben voilà, cette nuit, l'objectif de cette sédation, c'est qu'il soit à RAS -4, -5 parce que je sais qu'à -2, -3, il n'était pas confortable avec l'hétéroévaluation et donc il y aura des prescriptions anticipées pour, réaliser les bolus de midazolam, de manière proportionnée. Puis on leur dira: «Bah, si vous faites, 1 bolus de midazolam, par exemple, il faudra augmenter la et la donc, une la dose toute en dernière présence». question avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Toute dernière question, parce que ça, c'est des situations qui sont très fréquentes, comme tu l'as noté, Mmh et mh. des situations qui peuvent arriver au quotidien, y compris en garde. Et donc, Tout à la fait. question par rapport à la loi qui fait référence à la collégialité, Mmh mh. voire à la discussion pluriprofessionnelle. Donc là, dans le cadre D'une d'une détresse, situation en nocturne, voilà, sédation euh, proportionnée pour détresse, il y a pas du tout de besoin de procédure collégiale. C'est une urgence, il faut prendre en charge le symptôme et finalement, c'est la sédation, elle est un peu la suite des traitements, symptomatiques. c'est très clair. Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui a mon nom, mais c'est une erreur. C'est moi. J'ai levé la main. C'est Stéphane. Bonjour. Je suis arrivé un petit peu en retard. Simplement, je voulais rebondir sur le fait que ce qui est vraiment important aussi dans ces questions de la sédation, c'est parfois il peut y avoir une distorsion entre la vision du soignant et la plainte du patient. Il faut toujours se référer à la plainte du patient quand on considère qu'il peut y avoir un symptôme insupportable. Parce que parfois, on peut avoir des critères objectifs sur le plan médical, par exemple par rapport à une dyspnée, avoir des éléments sur le plan médical, une cyanose, etc. Et puis finalement, un patient qui ne se sent pas plus mal que ça. Et à l'inverse, avoir des critères objectifs qui peuvent être plus rassurants pour le médecin, alors que le patient se sent vraiment dans une difficulté respiratoire plus marquée. Et ça, c'est aussi important à prendre en considération, me semble-t-il, quand on parle des questions de sédation pour proportionner ou, ou des éléments de cet ordre-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chloé. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est vraiment la complexité de savoir à partir de quand on est dans une symptôme réfractaire, à partir de quand on est dans l'insupportabilité. Enfin, je veux dire, l'auto-évaluation prime, même si après toute l'équipe à côté, enfin autour de lui doit participer à cette évaluation, mais c'est d'abord, le patient qui évalue si la situation est jugée ou non insupportable. On peut passer à la situation suivante, je pense. OK. Donc là, c'est une situation, d'une jeune patiente de 22 ans qui est hospitalisée dans un service d'hématologie pour un syndrome cave supérieur dans le cadre d'un lymphome T diffus réfractaire et elle a un dernier projet d'inclusion dans un protocole de phase précoce qui est assez investi par la patiente, sa famille, son hématologue. Elle doit rencontrer le médecin investigateur à 2 heures de trajet de son centre de référence. Malheureusement, son état respiratoire se dégrade quotidiennement. Elle est dyspnéique en continu, elle est continuellement assise, penchée en avant sur son lit. Son bilan biologique retrouve un syndrome de Lise majeur avec une insuffisance rénale progressive et malgré les traitements antalgiques et anxiolytiques,
sa dyspnée reste importante avec une peur permanente de mourir étouffée. Le projet d'inclusion protocolaire est abandonné. Elle sollicite les médecins pour bénéficier d'une sédation continue. L'équipe soignante d'hématologie, le médecin référent ainsi que le médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs, après avoir évalué la patiente en compagnie de la psychologue, se réunissent collégialement pour juger si la demande de Mme F est recevable. Devant le pronostic péjoratif à court terme, les symptômes réfractaires et la demande répétée de la patiente, il est décidé de mettre en œuvre une sédation profonde par midazolam qui sera maintenue jusqu'à son décès. Elle est débutée l'après-midi même en présence de ses parents et la patiente décède le lendemain au petit matin. Donc là, vous avez tous, vous êtes nombreux à avoir reconnu la situation de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Vous êtes 79% à l'avoir repéré. Là, on est réellement dans le cadre de la loi Claes-Leonetti. Donc, on est toujours dans cette intention de soulager en faisant perdre conscience, toujours au moyen d'un médicament sédatif qui va altérer la vigilance, en utilisant un médicament sédatif avec une titration, qui sera souvent une titration lente, par exemple dans la mise en œuvre de ces situations-là. C'est-à-dire on va augmenter progressivement toutes les 20 minutes jusqu'à finalement ce qu'elle s'endort au cours d'un après-midi. Ça va être la benzodiazépine en première intention. Et donc là, on est dans la loi Claes-Leonetti. Si on doit reprendre Sédapal, on est dans une sédation qui est maintenue jusqu'au décès, qui va être profonde d'emblée et qui va être réalisée à la demande de la patiente. Le cadre de la loi sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui offre un nouveau droit finalement depuis 2016 aux patients, c'est dans un contexte bien particulier. Il faut que ce soit une maladie grave et évolutive et que le pronostic du patient soit engagé à court terme. Et on parle de quelques heures à quelques jours. Et c'est cette identité-là du court terme qui pose parfois question dans les procédures collégiales lorsqu'on se demande si le patient a droit ou non à accéder à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il y a 3 indications dans ce contexte, soit à la demande du patient pour souffrance réfractaire, notre situation, mais ça peut être aussi à la demande d'un patient dans le cadre d'une limitation et d'arrêt de traitement. Par exemple, un cas typique d'un patient atteint d'une sclérose latérale amyotrophique qui va moins nous parler parce que ce n'est pas le cadre de l'hématologie, mais qui va demander à arrêter sa VNI ou à arrêter sa nutrition, son hydratation artificielle. Cet arrêt pourrait être accompagné, s'il le demande, d'une sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, afin d'éviter les souffrances possiblement engagées par cet arrêt de traitement. Dans une 3e indication, la plus fréquente en France, mais qui reste plutôt dans le cadre, par exemple, des situations de réanimation, c'est dans le cadre d'un patient incapable d'exprimer sa volonté, où il y a eu une procédure collégiale pour décider de limitation et d'arrêt de traitement de maintien en vie, qui engage là encore le pronostic à court terme. Donc on est par exemple dans les extubations terminales, ces éléments-là, où là, on doit réaliser une procédure collégiale pour mettre en œuvre, accompagner cette limitation d'arrêt de traitement d'une sédation qui serait profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Les caractéristiques de cette sédation, c'est la profonde continue, et les modalités de mise en œuvre, c'est jamais dans l'urgence. Là, on n'est pas dans une situation de sédation pour détresse. On a le temps de mettre en œuvre la procédure collégiale. On doit... alors, bien entendu, dans les situations de symptômes réfractaires, par exemple, dernièrement, on a eu un hoquet réfractaire. Un patient qui demandait une sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Voilà, on n'est pas dans le cadre de la sédation pour détresse, la sédation dans l'urgence, mais on a pu mettre en œuvre la procédure collégiale et évaluer que le symptôme était réellement réfractaire, que le pronostic était engagé à court terme. Cette procédure, cette sédation, elle va être associée à un traitement antalgique et on va arrêter, bien entendu, tout traitement de maintien en vie. Il ne s'agirait pas, chez cette patiente, par exemple, que de maintenir une hydratation artificielle ou une corticothérapie une fois la sédation mise en œuvre. Parce que, bien entendu, ça n'irait pas dans le sens des bonnes pratiques où l'idée là, c'est de lui éviter toute souffrance, mais il ne faut pas la maintenir artificiellement en vie sous sédation. Ça n'aurait pas de sens. Alors, les situations de sédation, comme on voit, ça a quand même été difficile à repérer pour nous dans notre questionnaire, mais du coup, c'est encore plus difficile à repérer pour les proches.
Et c'est aussi important d'expliquer qu'on est dans cette démarche de soulagement de symptômes réfractaires aussi aux proches. Alors, Chloé, je me permets de poser 2 petites questions traitées sur cette diapo. Tu dis jamais dans l'urgence, par exemple, un syndrome compressif ou un syndrome de cave supérieur d'une maladie réfractaire, ça peut être assez explosif. Donc, quand on dit pas dans l'urgence, ça veut dire qu'il faut quand même se réunir dans les 48-72 heures ou ça veut dire qu'il faut vraiment Non, ça veut qu'il y dire a pas que de... ça doit être adapté à la situation et ça veut dire que si cette patiente, mettons, dans le cadre, elle demande cette sédation profonde continue jusqu'au décès, elle rencontre, et le temps de rencontrer la psychologue ou bien la veille de la mise en œuvre, elle décide que ce sera réalisé le lendemain parce qu'elle attend son frère qui revient de la capitale et qu'elle veut voilà, lui dire un dernier au revoir. Mais si cette nuit-là, elle fait une détresse respiratoire aiguë, sur son syndrome cave supérieur, ben, on la sédaterait dans le cadre de la sédation pour détresse, alors même que la procédure collégiale n'a pas eu lieu ou je ne sais quoi. Et cette sédation pour détresse, elle peut aussi être bien entendu profonde si c'est ça qui est nécessaire à son soulagement et maintenue jusqu'au décès parce que c'est une situation irréversible et qu'on ne pourrait pas la Et réverser. alors, cette situation de la masse qui progresse très vite est une excellent exemple. Euh, Imaginons que la patiente ait déjà connu ce syndrome de cave supérieur, en garde un traumatisme, sait que cette fois-ci, ce sera la dernière fois, donc fait la demande, comme tu l'as expliqué. Est-ce que, en tant que clinicien, on débute la sédation avant que, on va dire, l'angoisse ait atteint un certain niveau ou que les douleurs aient atteint un certain niveau, parce que c'est le but de soulager, ou alors, enfin, est-ce que on prévient ou est-ce qu'on soulage dans le sens où on attend que les symptômes apparaissent, soit gênants pour soulager? J'ai envie de dire, c'est important de suivre la temporalité de la patiente. C'est important de questionner aussi ce qui est de l'urgence, parce que parfois les patients peuvent être dans cette urgence à être sédatés là maintenant, mais plutôt dans un rictus anxieux. Ou voilà, il faut questionner cette question de l'urgence, s'assurer que ce n'est pas pour des symptômes réfractaires extrêmement pénibles. Ça nécessiterait peut-être voilà, d'autres pratiques sédatives, pas forcément dans le cadre de la loi. Et après, la procédure collégiale, elle peut avoir lieu très rapidement, hein. Il s'agit d'une procédure collégiale dans le cadre de la loi, il s'agit de réunir 2 médecins, dont un médecin extérieur, sans lien hiérarchique avec la situation. L'équipe paramédicale est bien entendu sollicitée parce que ce serait les bonnes pratiques qu'elles soient présentes, et dans le cadre de la loi, c'est dit ainsi, mais seule la présence de 2 médecins peut suffire à prendre une décision, donc ça peut tout de même aller assez vite. Est-ce que Alice, qui est psychologue dans le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, aurait des mots à ajouter concernant la mise en œuvre et l'information auprès de la famille? Écoute, oui, je pense que Chloé, elle a dit très clairement que c'est important de mettre des mots et d'expliquer l'intention et les démarches, et la démarche médicale et de l'équipe dans ce type de situation. Et c'est vrai que la différence entre la sédation pour détresse et la sédation continue, profonde et continue jusqu'au décès, c'est des choses qui posent question aux familles. Et je pense que du moment où les mots sont mis et que les proches peuvent comprendre que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir soulager les patients des symptômes qui restent réfractaires et qui lui sont, à lui, très pénibles. Et je crois que ça, c'est aussi important, de pouvoir centrer cette évaluation sur le vécu du malade. Parce que parfois, la femme ou le mari qui est à côté n'a pas l'impression que c'est si pénible, ou etc. Et pouvoir en effet mettre des mots autour de tout ça, je crois que ça aide beaucoup les familles. Je crois que ça soulage aussi les familles. Et je pense que ça peut aussi être une démarche de prévention des soucis, des deuils pathologiques, quand les choses sont claires et que les gens ont participé et qu'ils ont intégré toutes ces informations-là, même si c'est des moments extrêmement douloureux et anxiogènes pour les proches, bien sûr. Oui, tu veux peut-être continuer. Non,
Donc simplement pour se redire hein, que ça fait partie des situations inscrites dans la loi qui sont de l'ordre du cadre des bonnes pratiques et qu'il y a de très bonnes recommandations HAS qui ont été faites sur les pratiques sédatives, que les pratiques sédatives, on dit ça plutôt que la sédation parce que justement elles sont multiformes, tu nous l'as bien rappelé comme parfois des situations, il sera plus intéressant de faire des sédations transitoires, des sédations proportionnées dans certaines autres situations, ce sera le cadre de la loi sur la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès qui pourra être le plus pertinent. On passe à une autre vignette clinique, c'est celle du monsieur G qui a 63 ans et qui est ancien chef d'entreprise. Lui, il est atteint d'un myélome multiple réfractaire après 8 lignes thérapeutiques. Il a de nombreuses localisations osseuses et de multiples fractures pathologiques qui empêchent la marche, qui limitent l'ensemble de ses activités de la vie quotidienne. Il est très douloureux, il est mal soulagé par les antalgiques de palier 1 et 2, mais il est réticent à l'usage d'opioïdes car il a une insuffisance rénale qui reste stable et ancienne, mais qui lui fait peur. Lors de la consultation d'annonce de réévolutivité, M. G évoque une souffrance existentielle importante avec une perte de sens, un sentiment d'indignité en lien avec sa perte d'autonomie. Il ne sort plus de chez lui, il ne se porte pas son auxiliaire de vie au domicile. Il souffre du regard condescendant de sa fille depuis la maladie. Il vous demande de lui prescrire une pilule pour pouvoir se donner la mort, car il ne veut pas vivre ses dernières semaines de vie dans cet état, ce que vous réalisez après en avoir discuté collectivement avec l'équipe paramédicale. Donc là, on est dans une situation de suicide assisté, et vous êtes 72% à avoir reconnu la situation. L'assistance au suicide, c'est de donner les moyens au patient d'arrêter sa vie par la prescription d'un produit létal, qui entraîne le décès du patient suite à la prise orale du traitement par lui-même dans une temporalité rapide. Cette situation, elle est illégale dans le cadre légal français actuel. C'est donc donner les moyens à une personne de se suicider elle-même, on l'a dit, et c'est un débat de société actuelle sur lequel repose cette évolution du cadre légal, notamment parce que voilà, il y a des exemples de légalisation ou de législation de l'assistance au suicide dans d'autres États démocratiques. Il y a aussi une manifestation d'une volonté sociétale de pouvoir disposer de sa fin de vie et une sensibilité sociétale croissante à l'autonomie qui soutiendrait un désir individuel de choisir finalement le moment de sa mort. Le CCNE a fait justement porter son avis sur cette question en expliquant que c'était un peu, que c'était une tension entre le respect d'une autonomie, parfois une autonomie un peu idéale d'un patient qui serait maître de toutes ses décisions, et puis le devoir de solidarité aussi envers les personnes les plus fragiles, parce que ça pourrait aussi envoyer un message pour la société, pour les malades, pour les soignants, vis-à-vis finalement d'une certaine vie qui serait indigne de vivre ou pour finalement faire disparaître la souffrance, on ferait disparaître le souffrant. Les repères éthiques du CCNE dans cet avis 139 en cas de dépénalisation, il donne 14 recommandations pour le renforcement des soins palliatifs, en parallèle de cette ouverture à l'aide active à mourir, et 6 recommandations ou repères éthiques en cas de dépénalisation, notamment l'ouvrir 6 personnes majeures dans le cadre de pathologies graves et incurables provoquant des souffrances physiques ou psychiques, et dont le pronostic est engagé à moyen terme, parce que le CCNE fait son argumentaire en disant voilà, dans le cadre des pronostics engagés à court terme, le droit à la sédation profonde continue maintenu jusqu'au décès peut répondre au soulagement de la souffrance de ces patients. Dans le cadre des patients dont le pronostic n'est pas engagé, finalement, on n'a pas de réponse qui pourrait les satisfaire dans leur demande à ce moment-là. Il parle aussi d'un droit à l'euthanasie pour ceux qui ne pourraient pas se suicider eux-mêmes. Et puis l'idée que cette décision, même si elle doit être considérée comme autonome à ce moment-là, devrait être réitérée, analysée dans le cadre d'une procédure collégiale avec une trace écrite et argumentée de l'équipe qui explique les symptômes réfractaires, pourquoi il y aurait eu cet accès à ce droit. Puis il parle aussi d'une clause de conscience. Le CCNE, c'était avant le débat national et puis la Convention citoyenne.
Et elle a aussi publié une réserve dans le même avis en signalant voilà, cette question qui est intime mais éminemment politique peut aussi entraîner une norme collective qui ne laisserait pas de place pour les patients les plus vulnérables. Donc, pour prendre un exemple, parce que tout à l'heure, tu as pris un exemple hors hématologie, mais qui est l'exemple en neurologie, sont vraiment ceux qui sont toujours cités. Tu disais qu'au sein de l'Oclès Leonetti, un patient qui a une sclérose latérale amyotrophique, mais qui est, on pourrait dire, un peu en bout de course, hein, avec une ventilation artificielle, avec une nutrition artificielle, peut demander une limitation des traitements et une sédation pour ne pas souffrir sur ses derniers moments de vie. Donc là, ça c'est du légal, c'est aujourd'hui, ça existe, c'est autorisé. Mais là où ça déplacerait le curseur, c'est qu'on sortirait du court terme, du pronostic engagé à court terme pour aller vers un pronostic plutôt à moyen terme, ou voire même au diagnostic pour ces maladies neurodégénératives. C'est bien ça qui est débattu aujourd'hui, je crois, c'est ça? C'est ça qu'évoque le CCNE. C'est en effet cette idée de pouvoir répondre à des patients dont le pronostic serait engagé à moyen terme, non pas à court terme. Donc, par exemple, qui n'auraient pas de traitement de maintien en vie, qu'ils pourraient arrêter. Alors, la 6e situation, je ne sais pas si... s'il y a des questions, arrête-moi comme. Et puis s'il n'y en a pas tout de suite, bon, vous pourrez reposer des questions ou poser vos commentaires à la toute fin. Pas de... Il n'y en a pas tout de suite, tu peux y aller. La situation suivante, c'est la patiente de 80 ans qui est hospitalisée une nuit dans votre service dans les suites d'un AVC hémorragique massif avec engagement sous-tentoriel dans le cadre d'un syndrome myélodysplasique en soins de support exclusif avec une thrombopénie profonde. À l'arrivée, elle est dans le coma. Elle a un score de Glasgow à 4. Elle est eupnéique avec une fréquence respi à 14 par minute, un encombrement respiratoire, des marbrures, quelques myoclonies des membres inférieurs. Mon visage paraît détendu. Elle n'a pas de famille, elle vivait en EHPAD. Au vu de la phase terminale de la maladie et de l'absence de certitude sur son confort, vous décidez d'injecter des bolus répétés de 10 mg IV de morphine toutes les 5 minutes jusqu'à diminuer sa fréquence respiratoire et provoquer un arrêt respiratoire. La patiente décède rapidement dans les suites en présence de l'infirmière. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on reconnaît une situation d'euthanasie dans cette situation. La définition de l'euthanasie s'est un peu modifiée sur ces dernières années, puisque dans les années 2000, on pourrait identifier cette situation comme étant une situation d'euthanasie, c'est-à-dire qu'on a l'acte d'un tiers qui met délibérément fin à la vie d'une personne dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. Et elle serait volontaire, c'est-à-dire sur demande expresse du patient, ou involontaire ou clandestine, sans demande du patient. Là, on est dans une situation où la patiente n'a rien demandé à ce moment-là ou avant, mais on est plutôt dans l'idée que le médecin, lui, a considéré que cette situation ne valait pas finalement n'avait pas de valeur en soi, ne valait pas la peine d'être vécue. Et donc, dans ces bolus répétés de morphine, l'objectif, c'était là d'avoir l'effet secondaire d'arrêt, de diminuer la fréquence respiratoire, d'obtenir un surdosage pour provoquer l'arrêt respiratoire et donc le décès. Pour le CCNE, en 2022, il rééclaircit un peu les termes en signalant que là, l'euthanasie se voulait un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable à sa demande afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. Pour le CCNE, en effet, ils expliquent que, voilà, je cite, ils disent « Nous ne pouvons donc pas admettre l'administration ou l'injection d'un produit qui entraînerait la mort d'une personne si elle n'en aurait pas fait la demande, même si la prolongation de la vie peut sembler dénuée de sens. » Donc finalement, là, on est un peu à la frontière de ces situations, mais où éthiquement, les choses sont différentes lorsqu'on est à la demande d'une personne qui juge elle-même sa situation comme invivable, ou si on évalue pour un autre le fait que
sa vie ne va pas ne vaut pas d'être vécue. Alors, on prend le scénario suivant pour observer un peu cette différence. C'est Madame C qui a 54 ans, qui est divorcée avec un seul fils qui s'est suicidé il y a 10 ans et qui est hospitalisé dans votre service pour une aplasie fébrile dans le cadre d'une leucémie aiguë réfractaire. Elle est pancytopénique, transfusée de manière hebdomadaire par des culots plaquettaires et des concentrés érythrocytaires. L'antibiothérapie large spectre permet de contrôler rapidement le sepsis. Elle est dérangée par des métrorragies permanentes pour lesquelles elle est transfusée en plaquettes presque quotidiennement. Elle ne supporte plus son hospitalisation et considère sa qualité de vie comme très limitée. Elle vous demande ainsi qu'à l'équipe paramédicale de lui administrer un traitement létal pour en finir. Elle a pu rencontrer l'équipe de psychiatrie de liaison qui ne retrouve pas d'aggravation d'un syndrome dépressif. La patiente est déjà depuis l'annonce de la maladie sous antidépresseur. Madame C a bénéficié du suivi de l'équipe mobile de soins palliatifs à plusieurs reprises. Elle refuse un transfert dans cette unité. Et après une procédure collégiale avec l'ensemble de l'équipe soignante, son médecin référent et l'avis de son médecin traitant, vous lui administrez à la demande un matin un traitement barbiturique associé à un bloqueur neurotransmetteur intraveineux. Et elle va décéder quelques instants plus tard. Donc là, on est dans un cadre d'une situation d'euthanasie. Là, vous êtes 46% à l'avoir identifié. L'intention du prescripteur, enfin du médecin, c'est d'arrêter la vie de cette malade, donc de provoquer la mort au moyen d'un médicament administré à dose létale par un tiers. Donc les molécules utilisées sont plus souvent les barbituriques et les curares. Et la mort survient très rapidement après l'injection du produit létal. Donc cette situation, elle est illégale en France. Et si on veut, l'HAS a essayé de présenter a mis un tableau pour essayer d'éclairer encore une fois ce qui était d'une sédation, la différence entre sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès et euthanasie. L'intention de la sédation, c'est de soulager une souffrance réfractaire. L'euthanasie, plutôt de répondre à la demande de mort du patient, mais il n'y a pas que ce critère-là. Il y a aussi le moyen. La sédation profonde et continue, on va altérer la conscience profondément, puis finalement, la mort va venir parce que dans cette situation-là, cette patiente ne pouvait pas, si vous voulez, la mort intervient naturellement, si vous voulez, à un délai qui ne peut pas être prévu finalement. Donc, quand on estime le court terme, on n'est jamais certain de la situation. La procédure, c'est d'utiliser un traitement sédatif avec des doses adaptées pour obtenir une sédation profonde. Le résultat, c'est une sédation profonde qui va être poursuivie jusqu'à ce que le décès, par l'évolution naturelle de la maladie, arrive. La temporalité, donc, elle est incertaine. On est plutôt dans le cadre du court terme, donc on est dans le cadre de quelques jours la plupart du temps. Et c'est autorisé par la loi, alors que l'euthanasie, donc ça va être de provoquer le décès de la patiente en utilisant un médicament à dose létale. La mort va apparaître immédiatement et elle est provoquée par l'injection de ce produit. Est-ce que la différence entre les deux apparaît? Est-ce que Alors, il n'y a pas de question, mais évidemment, je vous invite tous à prendre la parole. Moi, comme simple commentaire par rapport au pourcentage de bonnes réponses, je dirais aussi qu'il est plus logique que les répondants connaissent mieux ce qui est encadré dans la loi et ce qu'on leur apprend que ce qu'on ne leur apprend pas puisque c'est illégal. Donc, mais finalement, le taux de réponse est à peu près les mêmes que le double effet. Donc, on voit que dans toutes ces situations-là, ça reste compliqué, avec possiblement aussi des interprétations d'une chose pour une autre. Est-ce que là, on était dans le double effet? Est-ce que là, on est dans une pratique euthanasique? Et finalement, d'approcher l'intentionnalité du prescripteur, quand il est seul, encore plus, est difficile. C'est pour ça que là, le fait d'être en équipe, d'en rediscuter, de mettre à plat ce qu'on fait, de se dire quel est l'objectif des pratiques en équipe, c'est vraiment important, avant et après. est-ce que Joël voulait intervenir?
Pour laisser, je voulais mettre une dernière diapo avec des liens que vous pourrez trouver sur l'avis 139 du CCNE, sur aussi les retours de la Convention citoyenne sur la fin de vie, et puis sur les dates des réunions d'information des espaces éthiques régionales. Puis comme ça, pour laisser la discussion. Tu me proposes d'intervenir, comme ce serait peut-être pour quelques réflexions d'ordre plus général, pas forcément ciblées sur telle ou telle situation que Chloé vient de décrire, de commenter et d'expliciter d'une manière qui me semble tout à fait claire. Une remarque comme ça à partir de la première situation, mais remarque d'ordre général, où on a abordé la question du double effet, avec un petit sourire dans notre contexte laïque. J'ai envie de dire que pourquoi on appelle cette situation en utilisant l'expression de double effet? Parce qu'on s'inspire de quelqu'un qui n'était absolument pas médecin. C'était un théologien. Et je trouve intéressant que les questions d'éthique, pour être explicitées et approfondies, puissent puiser à d'autres sources que la médecine elle-même, et en particulier là, à une théologie qui est extrêmement ancienne, puisque Thomas d'Aquin vivait au XIIe siècle et produisait à ce moment-là. Voilà, bon, on remarque, c'est un sourire en passant, hein. Plusieurs qualificatifs ont été employés pour les souffrances. Dans un cas, vous avez tous les deux affiné la différence entre une souffrance jugée insupportable et une souffrance réfractaire. Il me semble important, effectivement, de distinguer un côté plus objectif et du discours soignant quand on dit réfractaire, et en même temps, qui dit réfractaire dit essai, échec d'un moyen pour essayer de la calmer. Alors que quand on parle de souffrance insupportable, il n'y a pas eu d'essai-échec préalable, c'est un constat ponctuel, et la question importante à se poser en tant que professionnel de santé, quand on évoque de l'insupportable, c'est sans doute, mais qui est en train de considérer que c'est insupportable? Et il faut poser la question en la rapportant aux trois types d'acteurs qui sont dans ces situations. Le malade, bien sûr, d'abord quand il peut s'exprimer, les soignants et les proches. Et bien sûr, les attitudes ne sont sans doute pas les mêmes quand on répond à la question qui a dit que c'était insupportable, selon que on se tourne vers les proches, vers le malade ou vers les soignants. Et puis, un autre qualificatif a été employé pour la souffrance, c'est le qualificatif d'existentiel. Il m'intéresserait de savoir, alors là je vais poser une question finalement, ensuite je proposerai une référence bibliographique juste pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais la question là que j'ai envie de poser par rapport à la souffrance existentielle, c'est comment en fait-on le diagnostic, et dans le cadre d'une souffrance réfractaire, où donc a priori il a été fait un essai qui a été un échec, qu'est-ce qu'on a essayé pour calmer une souffrance existentielle? Je donnerai ma référence biblio après. C'est vraiment une excellente question, puisque tu sais très bien qu'il y aura un grand flou qui va régner autour de cette réponse. Je vais livrer juste la mienne. Je pense que les souffrances existentielles vont s'attarder un peu autour de la santé spirituelle, laïque, hein. Enfin, on en parle là sous le terme laïque, mais ensuite les patients, leur religion, mais là n'est pas l'enjeu de la question. Mais donc la santé spirituelle est aujourd'hui reconnue par l'OMS, et le soin spirituel est quelque chose qui, en tout cas en France, n'est pas évoqué lors de la formation. Donc je pense que, compte tenu de la formation qu'on a, les tentatives de réponse à la souffrance spirituelle sont uniquement des réponses personnelles de chaque soignant, mais sans que ce soit systématisé et forgé sur la base d'une formation collective. Voilà. Je ne sais pas si... Je note qu'il existe dans notre monde hospitalier français laïque
des acteurs qui sont des agents hospitaliers employés par l'hôpital dans le cadre légal de l'article 2 de la loi de 1905. Ces gens-là s'appellent des aumôniers et ils s'inscrivent dans le cadre d'un service public d'aumônerie pour assister les personnes qui ne sont plus en situation d'exercer leur droit à assister à un culte parce qu'elles n'en ont plus ou pas les moyens. Et il me semble que si en tant que soignant, on ne s'estime pas compétent, ce qu'on peut comprendre, pour approcher une sémiologie, si j'ose dire, de souffrance spirituelle ou existentielle, il pourrait être intéressant de penser et de recourir à l'aide d'un aumônier ou, en monde francophone non français, il existe aussi des intervenants en soins spirituels, c'est plutôt au Canada, et aussi des intervenants ou accompagnants spirituels en Suisse francophone, voire en Belgique, qui sont formés pour répondre à ce type de questions. Donc, pour rebondir sur les réflexions que tu faisais, Joël, on voyait que dans les cas, il y avait une opposition entre parfois, y a-t-il encore une raison de vivre pour le patient? Donc, y a-t-il toujours une raison de soigner pour le soignant? Donc, suite à ce que tu dis, je pose la question, est-ce que soigner, ce n'est pas aussi essayer de redonner une raison de vivre à ces patients en grande souffrance? À qui poses-tu la question? À tout le monde, je Nous pense. tous, mais y compris à toi. Voilà. Je pense que, en effet, comme vous dites, de toute manière, la réponse, et s'il y a une réponse, elle ne sera pas d'une personne ou d'une type de relation, d'un type de moyen. Et que dans ces situations-là où il peut y avoir finalement cette souffrance existentielle, cette perte de sens, la réponse, elle est forcément pluridisciplinaire, avec l'équipe soignante et plus largement, on parle des bénévoles notamment qui ont leur rôle aussi dans les unités de soins palliatifs, par exemple, les équipes d'aumônerie, même si après, là, il y a le partage du secret médical, mais ça, c'est pas la question, c'est plutôt comment on accompagne ces personnes, les proches, bien entendu. Et puis après, il peut y avoir tout plein de causes finalement à cela qui parfois peuvent être réversées, où il peut y avoir justement une réponse, type problème, solution, etc. Puis parfois, il n'y en a pas. Et c'est aussi important de continuer à être auprès de ces gens, même si finalement on ne contrôle pas grand-chose, on ne maîtrise pas grand-chose, on n'a peut-être pas de réponse, mais au moins on sait qu'on est là, qu'on sera à leur côté. Ça donne tout le sens aussi de l'accompagnement. Et voilà, il peut y avoir un symptôme physique ou psychologique qui peut être pris en charge, mais ça peut être aussi une question philosophique aussi sur la valeur de la vie lorsqu'on arrive dans une situation de grande vulnérabilité, ou ça peut être aussi des éléments d'ordre spirituel ou religieux. Il peut y avoir beaucoup de choses sur cette souffrance existentielle, mais c'est important de se dire qu'on ne pourra pas y répondre seul, en tout cas, et que ce sera important d'être un collectif. Et même s'il n'y a pas de réponse, on sait qu'on est là et qu'on peut continuer d'être à leur côté. Tu livres là une excellente transition, Chloé, à la suggestion bibliographique que je voulais faire, puisque je pensais à ce livre récemment signé par Régis Aubry, qui s'intitule « Penser la fin de vie » et dont le sous-titre est justement « Interroger la mort pour chercher un sens à la vie ». Je trouve qu'un message essentiel de ce livre, c'est que les situations de vie que nous avons essayé là de détailler et d'analyser sont des situations par essence complexes plutôt que compliquées. Complexes, pour bien réagir face à une situation complexe, une chose est certaine, ce n'est pas tellement la compétence intellectuelle ou technique qui compte, c'est de ne pas être tout seul. Et j'apprécie, Chloé, et Com également, que vous l'ayez indiqué à plusieurs fois. C'est face à des situations complexes, c'est pas tout seul. Et c'est l'esprit de l'accompagnement, de ne pas être tout seul. Et donc, je vais rebondir, car la transition est excellente, encore une fois. En effet, face à la mort qui est le grand vide et
Et la grande absence, eh bien, une présence, c'est toujours finalement réconfortant, c'est toujours un signe de vie chaleureux. Et donc, je poserai maintenant la question à Alice, psychologue, par rapport à l'équipe, parce qu'on a parlé de la souffrance des patients, mais on est face à des situations qui peuvent aussi faire souffrir les équipes, parfois sur un terrain d'incompréhension, ou parfois sur une difficulté à accepter le départ d'un patient duquel on s'est attaché. Quel est, en tant que psychologue déjà, ton avis sur déjà l'importance des débriefings intra-profession, c'est-à-dire entre médecins, avec peut-être un esprit de compagnonnage, ça c'est tout le monde peut y répondre, mais aussi euh, quelle peut être l'aide des psychologues des services lorsqu'une situation comme celle-là arrive pour faciliter voilà, la résilience, le redémarrage des soignants et être sûr que tout va bien, qu'il n'y ait pas de souffrance qui s'ancre. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est l'avant. Je pense que ce qui est important, c'est que les soignants puissent participer dans la compréhension de l'évolution de ce qui se passe pour les patients. Et je pense que pour être depuis 25 ans au sein d'une équipe, je crois que ce qui fait sens pour les soignants, c'est de pouvoir accompagner les patients, accompagner leurs proches en comprenant ce qui se joue. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, expliquer aux proches, mais c'est aussi que les soignants soient dans cette compréhension et qu'ils soient partie prenante des discussions, des décisions. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Je crois que pour une équipe soignante, le plus important, c'est que les patients ne souffrent pas. Et je crois que c'est ça qui donne aussi sens à l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en tant que soignant, on doit se plier à ce qui est de l'ordre du réel. On peut pas malheureusement guérir toutes les personnes et empêcher que les gens meurent. On ne peut pas empêcher toujours la souffrance psychique et on ne peut pas toujours empêcher la souffrance existentielle. Mais ce qui est important, c'est que les soignants puissent rester présents. Et pour rester présents, c'est important de comprendre ce qui se joue et c'est important de participer aux décisions médicales. Alors, bien sûr, les débriefings, il a besoin d'avoir lieu quand, en amont, tout ça n'a pas pu se faire. Et parfois, en effet, il y a des incompréhensions par rapport à l'évolution d'une situation. Parfois, il y a des incompréhensions par rapport à certaines décisions médicales. Et là, en effet, ça peut être difficile pour les soignants de vivre les décès d'un patient. Et je pense que, voilà. Mais je dirais que le plus important, c'est qu'il y ait quelque chose en amont. Je pense que l'idée d'être un collectif, d'être une équipe, c'est fondamental. Pas que dans ces situations, mais surtout dans ces situations. Et je pense que ça, c'est important pour l'aide-soignant, pour l'infirmier, pour les psychologues et pour les médecins. Après, je pense qu'il y a en effet des positionnements différents et des responsabilités qui sont différentes aussi. Et je pense que ça, il ne faut pas minimiser ça. Je crois que les médecins ont une place différente dans certaines situations par rapport aux décisions, parce que c'est les médecins qui prescrivent. C'est aussi souvent une évaluation médicale qui va déclencher toute une réflexion autour d'une situation comme ça. Et je pense que ça, c'est pas toujours simple à porter. Et je crois que si on est dans un collectif de travail, on peut porter tout ça plus facilement. Je pense que la souffrance des soignants, elle est aussi, comment dire, liée à tout ça, aux conditions de travail, l'impression de pouvoir faire son travail comme on souhaite le faire, comme on pense être mieux. Mais donc, du coup, là, on part vers d'autres sujets. Mais oui,
Je crois que c'est les collectifs qui permettent de vivre ces situations au mieux. Je dirais ça. Eh bien, merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai bien la parole à Stéphane Moreau, président de la commission éthique de la SFH, pour un petit mot de conclusion, Stéphane. Oui, merci en tous les cas pour cette modération. Merci Chloé pour ce diaporama qui était très pédagogique, parce qu'on a besoin de pédagogie pour essayer de comprendre un petit peu toutes ces questions autour des pratiques en fin de vie, pour être au clair aussi. Et la question de l'intentionnalité, elle est extrêmement importante. Tu as bien fait le point. On a parlé aussi beaucoup de travail en équipe, du patient au centre de tout ça, et de cet échange qu'il y aura entre les patients et nous, professionnels de santé, pour essayer de concilier au mieux la gestion des symptômes d'inconfort et aussi la volonté de ces malades, et tout en préservant aussi, bien sûr, la sécurité de tout le monde, des malades, des proches et des soignants, une sécurité physique et aussi affective, émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là aussi, et c'est à prendre en considération, me semble-t-il. C'était un excellent échange et j'espère que chacun aura pu prendre un petit bout de ce qu'il cherchait dans cette intervention, en tous les cas. Merci à vous. Merci à tous et très bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain webinaire de l'AIH. À bientôt.